Vous écoutez Du pain sur la planche, le podcast qui vous plonge au cœur de la filière forêt-bois. Je suis Delphine Gardin et mon quotidien, c'est d'aider les acteurs de ce secteur à mieux communiquer. Qui sont-ils ? Pourquoi le bois est une ressource clé pour relever les défis de la transition écologique ? Si toutes ces questions vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Ici, une fois par mois, et sans langue de bois, je vous emmène à la découverte de cet univers et de ses experts. Il y a le scieur, c'est vraiment la clé de voûte entre deux mondes parce qu'on passe après les bois à la scie et après ils vont donc chez les particuliers, débiter, chez les charpentiers, chez les menuisiers, etc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Du pain sur la planche, le podcast qui vous emmène au plus près de celles et ceux qui façonnent et transforment la forêt et le bois. Aujourd'hui, direction Lavore dans le Tarn pour rencontrer Laure Ferré, gérante d'une scierie familiale qu'elle a choisi de reprendre à la suite de son père. Avec Laure, on a donc parlé de transmission et du quotidien dans une scierie. Elle m'a raconté ses projets pour faire évoluer l'entreprise, les transformations du métier et aussi ce que ça implique d'être une femme dans une filière encore très masculine. Un échange riche, sincère, qui dit beaucoup sur la réalité des PME de la filière, sur les héritages qu'on choisit de faire vivre et sur l'envie d'y mettre sa propre touche. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Laure. Bonjour Delphine. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, ça va, merci. Merci de m'accueillir ici. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je m'appelle Laure, j'ai 37 ans, ça fait 10 ans que j'ai repris la scierie de mes parents. D'accord. Et du coup, tu peux nous décrire un peu l'endroit dans lequel on se trouve ? Oui, alors là, on est chez moi, on est dans la maison familiale qui est juste à côté de la scierie. Et du coup, la scierie est installée au centre de Lavore. C'est un peu atypique, mais on tient le coup encore. Ouais, c'est exactement ce que je me disais en arrivant. C'est rare d'avoir des scieries implantées comme ça dans le centre d'une ville ou d'un village comme c'est ici. Oui. Et du coup, la scierie, elle existe depuis milieu des années 30. C'est mon grand-père qui était sabotier à la base. Et je pense qu'il était à l'extérieur de la ville de Lavore. Il était en campagne, donc l'implantation n'a pas bougé. C'est la ville qui s'est agrandie autour de la scierie. Donc tu nous l'as dit, ton grand-père était sabotier. J'aimerais bien comprendre l'histoire de cette entreprise et puis comment tu as réussi à trouver ta place dans cette histoire et dans cette lignée familiale. Oui, donc mon grand-père a commencé en tant que sabotier et je pense dans les années 50, à la disparition du sabot, il a dû se réinventer ou trouver une nouvelle activité. Du coup, il a installé la scie à grumes. Je pense qu'au début, c'était une scie avec une chaudière à bois. Ah ouais. Ouais, et il faisait de l'exploitation dans les alentours, au bord de la goutte ou chez des agriculteurs aux alentours. Donc il allait chercher ses bois. Oui. Ok. Oui. Il faisait vraiment le bûcheronnage, débardage et se transporter ses bois. Donc plutôt des essences locales, peupliers, chênes, l'orme, des choses comme ça. Et donc il a commencé à scier des charpentes. Donc après c'est mon père qui a repris dans les années fin 70, je pense, 76 ou quelque chose comme ça. Entre-temps ça a été électrifié. Du coup le bâtiment a évolué, tu veux dire ouais. Ils ont changé le bâti et le chariot pour que ce soit un peu plus moderne dans les années 80. Donc ils ont gagné en confort, j'imagine, à cette période-là. C'est ça. Ouais. Et du coup, moi j'ai repris en 2016. D'accord. Donc ça va faire 10 ans quasiment que tu as repris. Si j'ai bien compris, au début, tu ne te destinais pas forcément à reprendre l'entreprise familiale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période et puis surtout qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix ? Oui, du coup, moi, j'étais partie pour faire des études de droit que j'ai abandonnées. En fait, quand mon père a commencé à me parler de prendre la retraite, j'ai eu comme un tilt. Je me suis dit que c'était dommage, qu'il y avait eu 2 générations, que je me disais je vais reprendre, mais je pense que je manquais un peu de confiance en moi et je savais pas du tout de quoi je parlais, donc c'était un peu le saut dans le vide, quoi. Ouais. Et puis, il faut dire que ton père t'a peut-être pas aidé non plus à prendre ta décision. Il voulait pas que je reprenne parce que c'est un métier qui est difficile. On est tout le temps dehors, c'est physique, c'est stressant. Enfin, il y a beaucoup d'aspects négatifs, entre guillemets, qui sont à prendre en compte et qui demandent beaucoup d'investissement. Donc, je comprends qu'il ait pas voulu me pousser dans ce sens-là. Ouais.
Mais du coup, j'ai été assez tenace et de fil en aiguille, j'y reprends. Sauf qu'au début, je sais pas scier parce il veut pas me montrer en fait. Il veut pas que j'utilise sa scie parce qu'elle est pas en sécurité quoi. D'accord. Et donc il a peur en fait. Oui, que il tu a te peur. blesses Ouais. Donc je commence un peu toute seule et finalement il est venu m'aider et après il a jamais lâché quoi. Ok. Il t'a appris à scier. Il m'a appris à affûter les lames. Il m'a appris l'affûtage, le sciage, la gestion des commandes, comment s'organiser, billonner, charger, la conduite du magnéto, tout ça. Il t'a tout transmis finalement. Voilà, il m'a tout transmis et puis il y a il y a la transmission et il y a beaucoup de motivation, je pense aussi. Ouais. Et donc, t'as pas eu besoin de retourner sur les bancs de l'école pour apprendre ou à scier ou à gérer? Non, j'ai fait juste 2 stages avec Maurice Chalaillé d'affûtage. D'accord. Et après, j'ai rencontré des gens comme Étienne Lescure qui m'ont aidé dans le parcours et d'autres scieurs aussi qui m'ont donné des conseils, etc. quoi. D'accord. Et alors, tu peux nous raconter le quotidien on dit une scieuse, c'est ça? Oui, je pense. Ouais. Faut pas rajouter le H. Donc, je commence à 7h, 7h30. J'ouvre la scierie. En général, j'affûte la lame que j'ai sur le bâti de la veille. Ensuite, mes collègues nettoient la scie, font tout ce qui est entretien, tout ça, on le fait tous les matins. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as une équipe de 5 personnes. Oui, aujourd'hui, on est 5. Mmh. Donc, je suis plus tout le temps à la scie. J'ai un scieur qui est à mi-temps et qui me décharge énormément. Mmh. Oui, parce que toi, tu as tout le reste qui concerne la gestion d'une entreprise, finalement, à faire aussi, quoi. Mmh. Du coup, on commence par nettoyage, entretien. Après, on définit à peu près ce qu'on fait dans la journée, quelles sont les commandes qui sont en priorité pour la semaine, est-ce qu'il y a des commandes qui se sont rajoutées, qu'on doit faire rapidement, des choses comme ça. Donc, on fait un petit point. Et ensuite, tout le monde se met à son poste et on lance les hostilités. Donc, les postes, c'est? Alors, on a Jules qui est à la scie, Thomas qui billonne et qui est beaucoup sur l'élévateur et qui s'occupe des appros et de la mise en palette, d'un peu d'organisation du parc. Et ensuite, il y a Mathieu qui est derrière la scie et qui fait le tri. Le tri des planches tout ce qui est planche, en fait, chute de la scierie. Donc, on fait des fagots de chute pour que ce soit arrangé et propre en permanence pour qu'on puisse évacuer facilement. Donc, on monte des fagots, ça s'appelle. D'accord. Qu'on ficelle et qu'on empile. Après, c'est des choses qui partent pour être broyées, pour faire de la plaquette et des choses comme ça. D'accord. Et il trie aussi, j'imagine, les planches en fonction des qualités de bois ou il y a une question de qualité, mais après, il y a une question de produit. Il trie tout ce qui est volige en fonction d'épaisseur. Donc, la volige, c'est du 18, la planche, c'est du 27. Il trie tout ça. On remet sur des palettes quand on doit passer certaines choses au délignage. C'est-à-dire que, par exemple, la volige, on la déligne. Donc, on enlève l'écorce qui est sur les côtés après les premiers découverts à la scie. D'accord. Et il fait le tri aussi des commandes. Comme on fait beaucoup de débit sur liste, il y a beaucoup de commandes et on est obligé de gérer ça au fur et à mesure, quoi. Donc le débit sur liste, tu peux expliquer ce que c'est? Oui, alors le débit sur liste, c'est compliqué alors que c'est très simple. C'est juste qu'on fait sur commande, c'est-à-dire que les clients nous demandent par exemple une poutre de 6 mètres 20-30 ou 10-22 ou voilà. Le débit sur liste, c'est juste un débit qui est signifié par sur mesure, quoi. Demandé par le client. D'accord. Voilà. Et moi, je voulais justement savoir quels sont les produits que tu fabriques et puis à qui tu les vends. Oui. Alors, on a des charpentiers. Je suis contente de travailler avec des charpentiers qui font vraiment qui taillent des fermes et qui font de la charpente traditionnelle. Ouais. Quand c'est comme ça, on nous demande souvent tout le bois pour fabriquer une ferme traditionnelle. Donc il y a l'entrée, les arbalétriers, le poinçon, etc. Et du coup, en fonction des dimensions des fermes, on fait les pièces de bois en fonction, quoi. Par exemple, un 20-25 avec des arbas en 10-22 ou le poinçon en 20-20, 18-18, des choses comme ça, quoi. D'accord. Et les essences de bois que tu travailles? Alors, on travaille beaucoup donc on a la montagne noire qui est à côté de chez nous. Donc, on travaille beaucoup avec du Douglas.
Beaucoup de douglas, donc du résineux, qui est beaucoup utilisé en construction, et notamment dans les charpentes dont tu nous parlais là. Voilà, c'est ça. D'accord. Quand on s'est rencontrés la dernière fois, tu m'expliquais que toi, t'aimais beaucoup être à la scie, que vraiment, ça te procurait beaucoup d'énergie. Et moi, je me suis demandé comment t'appréhendais chaque billon qui arrivait, comment tu sais comment tu vas le découper, voilà, qu'est-ce que t'observes sur l'agrume? Alors ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer maintenant. Je me suis rendu compte. Une colle. Ouais, parce que j'ai travaillé plusieurs années un peu dans ma bulle et à être vraiment qu'avec moi-même à la scie et j'étais pas obligée d'expliquer ce qui se passait vraiment dans ma façon de scier. Et là, comme je partage avec un scieur et je suis en train de former aussi. Thomas qui est intéressé par le sillage, j'aimerais bien que tout le monde puisse tourner parce que c'est quand même vachement plaisant comme métier quoi et comme savoir-faire. Donc je suis obligée un peu de me bousculer pour savoir expliquer comment ça se passe. C'est pas si facile que ça. C'est pas facile du tout. C'est l'intuition en fait. Oui, il y a une histoire d'intuition et puis Étienne Lescure, il expliquerait bien ça en fonction des pièces dans leur finalité, où elles vont se positionner, etc. On choisit en général un certain sens dans la bille, etc. pour que la pièce, en fait, elle ait certaines forces dans certains sens. Et en fait, de fil en aiguille, on apprend, on le voit plus qu'on le fait, donc c'est super difficile dans la matière à expliquer, quoi. Ouais. Mais du coup, en général, le choix d'une bille, il se fait visuellement. En fait, on regarde qu'il n'y ait pas trop de nœuds en fonction des sections qu'on va avoir. Si c'est des petites sections, il faut pas qu'on ait des gros nœuds, des choses basiques comme ça. On choisit en fonction pour toi. Ouais. Oui, mais qui sont logiques, c'est-à-dire que si on veut faire par exemple dans une bille, on veut faire des 8-10 et si c'est une bille de pied dans un arbre par exemple qui a été en bordure de forêt ou du côté de la lumière, il a développé beaucoup de branches parce qu'il n'y a pas eu d'élagage naturel, etc. On peut pas choisir cette bille parce que on sait que les nœuds par exemple peuvent faire 7 ou 8 de diamètre. Donc il risque d'avoir de la casse et des choses comme ça quoi. Donc du coup voilà, ça se choisit en fonction de ça, en fonction de la taille de la poutre, évidemment il faut qu'elle rentre dans la bille qu'on choisit et tout le long, donc pour éviter qu'il y ait du flash et des choses comme ça. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ouais, mais qui sont devenues naturelles en fait pour toi. Oui, mais je pense que n'importe quel scieur à force de faire voilà, c'est ce qui me plaît aussi dans la taille de la scierie. En fait, les débits standards, ça m'intéresse pas trop, quoi. De scier dans des billes bien cylindriques et toujours les mêmes sections, ça me plaît pas, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir plusieurs commandes à faire, d'être obligé de calculer, de recouper, de reprendre. Voilà, j'aime bien que ce soit bien fourni. D'ailleurs, on peut peut-être préciser combien de mètres cubes de bois tu scies, alors ou par jour ou par an, je sais pas comment. Par an, on doit être à 1003, quelque chose comme ça. D'accord. Donc toi, tu vas en forêt choisir tes arbres ou comment ça se passe ? Oui, ça fait quelques années que je vais en forêt, ça fait 3-4 ans. Que j'achète des bois sur pied, on dit, donc à la différence que habituellement, si j'ai pas envie de me déplacer, en fait, j'appelle des exploitants forestiers et je leur dis voilà, je voudrais tel type de grume, et ils choisissent pour toi. Et ils choisissent pour moi. Ok. Mais c'est quand même peut-être mieux quand il va toi pour justement ces détails dont tu nous parlais. Oui. Ouais. Il y a ça, il y a le choix des billes et puis il y a aussi le choix de la pratique sylvicole qui a été utilisée dans la forêt, qui a pour moi de l'importance, même si je peux pas le faire toute l'année. J'essaie de choisir des forêts dans lesquelles on pratique les éclaircies. C'est juste une goutte dans le vase, mais voilà, c'est une direction que j'aimerais prendre, quoi. Ok. Et par rapport au fait d'être implanté ici dans le Tarn, est-ce qu'il y a des particularités ? Je veux dire par là, est-ce que ton métier de scieur ou de scieuse, il serait le même ici ou en Bretagne ou en Alsace ? Est-ce que les produits pour la construction sont les mêmes ? Est-ce que les essences sont les mêmes ? Alors c'est une question que je me suis déjà posée et moi j'ai l'impression j'ai pas visité des scieries en Bretagne ni rien, mais je pense que non, ça serait pas les mêmes ça serait pas les mêmes essences.
Ça dépend l'architecture des maisons aussi. Il y a des maisons qui ont des pentes plus importantes que nous dans le coin. Donc non, je pense que dans le fond, ça serait pareil, mais il y aurait quelques différences. Et après, j'ai l'impression que chacun a sa manière de travailler, quoi. D'accord. C'est très personnel aux régions ou au département ou à la manière qu'a de faire le scieur, comment il a appris, etc. Je trouve que les scieries, elles sont assez personnelles en fonction des personnes. Ouais, des gens, quoi. Et du coup, toi, tu scies comme ton père ou t'as changé des choses? Ah oui, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que je me suis quand même pas mal calquée. Bon, je pense que je dois faire à peu près pareil. À peu près pareil. Ouais. Avec quand même un nouvel outil de production. Voilà. Dont tu vas nous parler. Le sens de la scie, qui a été l'objet de beaucoup de débats. Donc, l'installation de la scie horizontale, alors que non, une scie horizontale, ça ne peut pas marcher comme une scie verticale. Alors ça, c'est ce qu'on t'a beaucoup dit Ouais. apparemment. Ouais, du coup, je suis allée un peu à contre-courant et j'ai un peu suivi mon instinct et les conseils qu'on m'a donnés aussi. J'ai préféré installer une scie horizontale, d'abord parce que la mise en place était quand même beaucoup plus simple. Donc, il y a une dalle, il n'y a pas besoin de fosse, il n'y a pas besoin de rehausser, c'est vraiment un outil qui est posé, quoi, sur une dalle. Après, je trouve ça vachement polyvalent. Et je trouvais que dans le type de sciage et les demandes que j'avais, je trouvais que c'était intéressant pour pouvoir faire du débit sur liste, pouvoir faire un peu de série quand j'ai besoin, et pour les sciages à façon. Mhm. Donc les sciages à façon, c'est des particuliers qui m'amènent leurs arbres. Ah oui, d'accord. Et je leur vends la prestation de sciage, quoi, en fonction de leurs besoins. Et ils repartent avec leurs planches. Ouais, et ils repartent avec leurs planches. Du coup, voilà, je suis allée un peu à contre-courant avec cette scie, mais je regrette pas. Donc toi, tu as investi dans une nouvelle scie et dans un nouveau bâtiment, puisque Oui. en fait, vous n'avez pas installé la scie dans le bâtiment qui était existant. Oui. Pourquoi ces choix? Déjà, le manque de hauteur. Ensuite, je voulais pas m'arrêter de travailler pendant l'installation de la scie, donc j'ai quand même beaucoup continué avec l'ancienne scie. Ça a duré combien de temps l'installation de la scie? Ça a duré pas longtemps du tout. Ça a duré 3 semaines, je crois. D'accord. 3 semaines, même pas, quoi. Rapide, Ouais, c'est assez rapide. Même pas. Je pense qu'en une semaine, c'était fait. Mais pour ça, tu avais déjà donc scié le bois pour le bâtiment et oui, et alors il y a eu quand même beaucoup de travaux. Il y a eu du terrassement. Il a fallu faire la dalle avant de poser. Du coup, j'avais fait ça avec un copain charpentier qui est un très bon ami à moi. Et donc, ouais, on a scié le débit pour fabriquer les fermes. Donc, il y a une ferme de 12,50 m de long, enfin, avec une entrée de 12,50 m et 3 demi-fermes de 11,50 m moisées en travers. Bon, la charpente, je l'avais sciée un peu avant l'installation parce que lui, il a taillé les fermes chez lui. Et par contre, la volige, je me suis scié la volige un peu pliée directement le jour J. On sciait, on posait tout au fur et à mesure. C'était une expérience assez incroyable. Ouais, j'imagine. Et on a mis 3 semaines pour poser le bâtiment, pour mettre en place le bâtiment, poser les fermes. Ce qui est assez rapide, en fait. Ouais, on a fait ça super vite. Ouais, c'était très sportif, mais vous n'avez pareil. pas dû beaucoup dormir, quand même, pendant ces 3 semaines. Dormi, on n'a pas pris beaucoup de jours de repos. Et du coup, posé, couvert, on a mis 3 semaines, je pense. Ok, ouais, donc c'est vrai que tu peux en être fier. Hein, c'est un beau projet. Et juste pour préciser, tu me disais que c'était un investissement de 300 000 € quand même. Oui. Donc pour qu'on se rende compte. Oui, il y a 200 000 sur la scie à peu près, et un peu plus de 100 000 €. Tout ce qui est bâtiment, terrassement, dalles, etc. Mm-hmm. Et j'ai eu une aide de la région de 40 000 €. Et aujourd'hui, dans ton quotidien et dans ton travail, j'imagine que tu vois les bénéfices, pas que financiers, je veux dire par là, dans peut-être la qualité de travail ou la productivité. Oui, il y a la qualité de travail, là, on est plus rapide, la scie, elle a moins de défauts que l'ancienne, donc les bois sont plus précis, quoi. Tous les débits qu'on sort sont plus précis. Après, par rapport au bâtiment, je tenais aussi à avoir un bâtiment en bois pour montrer qu'on peut toujours, c'est toujours possible de faire ça, et qu'il n'y a pas que des bâtiments métalliques, quoi.
Et du coup, ouais, quand je sors un peu la tête de l'eau, je me dis, ouais, quand même, c'est chouette de pouvoir mettre un scieur aussi sur la scie, que ce soit sécurisé. C'est chouette d'avoir une équipe enfin, de pouvoir donner cet outil de travail à une équipe qui est motivée pour s'en servir et que ça marche bien, etc., quoi. Ouais, c'est un projet qui a beaucoup de sens, quoi. Ouais, vraiment, je le regrette pas, quoi. Malgré les efforts et l'investissement. Ouais, d'ailleurs, tu me disais que sur le coup, tu t'étais pas forcément rendu compte de tout ce travail que tu avais mené. Et puis c'est qu'après, en sortant un peu la tête de l'eau, justement, que tu t'étais dit, bon, oui, quand même, j'ai bien avancé. Déjà, je suis assez exigeante avec moi-même. J'ai du mal à me dire c'est bien. Mais là, c'est vrai que j'ai bien avancé. C'est une bonne dynamique et ça m'ouvre des portes, parce que j'ai encore des projets, ça m'ouvre des portes pour évoluer encore, quoi. T'as encore des projets? Ouais. On t'arrête pas. Tu veux nous en parler ou... Oui, après, c'est des projets de série. Moi, j'aimerais bien développer un peu le rabotage. Tu peux expliquer peut-être le rabotage si les gens ne savent pas ce que c'est? Alors, le rabotage, c'est quand on passe les bois dans une machine, en fait, qui lisse, en gros, la fibre du bois pour la rendre, entre guillemets, plus jolie. D'accord. Plus prête à être utilisée dans les intérieurs ou voilà. Choses comme ça. Ok. Et parce que c'est une demande qu'on a. Moi, je trouve que le bois est joli en sortie de scie, mais bon, après, des fois, il faut s'adapter aux demandes aussi. Un peu moins brut. Un peu moins brut. D'accord. Donc, tu veux développer le rabotage? J'aimerais bien aussi installer des racks de stockage, mais les faire en bois. Eh oui. Donc ça, pareil, je pense que d'ici la fin de l'année, on commencera à en installer. Bon, voilà, déjà pour cette année, ça serait déjà pas mal. C'est clair. J'aurais préféré ne pas avoir à te poser cette question, mais on va pas se mentir. La filière bois et peut-être même plus la scierie, c'est quand même un univers très masculin. Je crois que dans la filière bois, on est à 19% de femmes. Ah ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu as vécu le fait d'être une femme et comment tu le vis peut-être encore aujourd'hui dans ce milieu? Alors au début, c'est toujours pareil. Je me suis mis une pression, je pense, supplémentaire en me disant, parce que du coup, mon père me dit, en gros, je suis une fille, donc il voulait pas que ses enfants travaillent dans ce milieu, mais en plus, j'étais une fille, donc il y a eu ça de rajouter. Et en fait, moi, ça m'a mis un challenge supplémentaire, quoi. Donc j'ai été hyper exigeante avec moi pour en fait trouver une légitimité dans ce que je faisais, quoi. Et du coup, je me suis mise à fond à bosser, mais vraiment à fond, quoi. Ah ouais. Et je pense que au début, qu'on a dû un peu se moquer de moi ou dire elle va pas y arriver, ou elle va tenir 2 ans et ça va pas marcher. Et en fait non, mais fille, garçon, en fait, je pense que ce qui compte, c'est la motivation, la volonté et l'investissement qu'on met dans le projet. Ouais, moi, j'aime bien, je suis hyper sociable, quoi, avec mes clients. J'aime bien parler, j'aime bien savoir ce qu'ils font comme projet. Donc, les maçons, surtout que là, c'était à la fin quand j'ai repris, il y avait une génération qui est partie maintenant, une fin de génération qui travaillait à l'ancienne, que j'ai trouvé très intéressante. J'ai appris avec eux et j'étais intéressée, et du coup je pense que j'ai eu un retour quand même assez positif, et puis comme j'étais bosseuse, je m'arrêtais pas, j'ai essayé de tout le temps répondre rapidement à la demande et de la meilleure façon que je pouvais faire, quoi. Du coup, je pense que je me suis mis beaucoup la pression, mais je pense que ça a porté ses fruits, quoi. Et la pression, elle est redescendue aujourd'hui? Pas du tout. Non. Tu me disais quand même que tu te sentais plus légitime. Si, je me sens plus légitime dans mon travail, c'est-à-dire que je vois les retours, je suis prise au sérieux. Après, je pense que je me mets toujours un peu de pression. Mais non, je me sens dans la famille des scieurs, quoi. C'est bon. Aujourd'hui, c'est bon, je pense que j'ai fait un peu mes preuves. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser au début et je crois que je te l'ai pas posée. C'est qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre? Je crois que tu m'avais parlé d'un esprit un peu contestataire. Oui, ce qui m'a motivé à reprendre, c'était contredire mon père. Ouais.
Soit lui prouver, soit lui prouver que j'étais capable, soit l'esprit de contradiction. On a toujours un peu fonctionné, c'est bienveillant, hein, mais on a toujours un peu fonctionné comme ça avec mon père et j'aime bien un peu lui rentrer dedans, quoi. Et du coup, je pense que ça a été, je sais pas si ça aurait été la même chose si j'avais été portée et bien soutenue, parce que je dis pas qu'il m'a pas soutenue, mais j'ai vraiment été seule à beaucoup de moments et je pense que ça m'a donné un peu de niaque, quoi. C'est ça qui porte. Ouais. Ouais, c'est sûr. On va poser quelques questions maintenant, plutôt tournées vers l'avenir pour finir cet entretien. Je voulais savoir quel regard tu portes sur l'évolution de ton métier. Il a quand même évolué ces dernières années, et puis avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, je sais pas, l'intelligence artificielle ou peut-être même d'autres sujets. Est-ce que tu vois des évolutions récentes déjà qui ont eu lieu et puis qui vont peut-être arriver prochainement? Alors, moi, je suis quand même pour préserver l'aspect artisanal de la scierie. Je trouve qu'il y a un savoir-faire humain qui est hyper important et qu'on a besoin de transmettre. J'espère vraiment que les petites scieries, je pense que là, ça redémarre un peu, qu'il y ait des scieries artisanales avec même juste un scieur ou un salarié qui reprennent, et en fait, qui dans les petites scieries comme ça, je pense qu'on a un autre regard que dans les grosses, où voilà, on aime bien choisir nos bois, on fait attention de ce qu'on achète, on fait des suivis de chantier, on sait travailler avec les clients en aval aussi, donc pour la charpente, la menuiserie, etc. Et je trouve que bon, il faut de tout pour faire un monde, hein, bien sûr, on a besoin de productivité aussi, mais je trouve que c'est vachement important de garder ce côté savoir-faire. Et même dans la sylviculture, on est en train de perdre en France beaucoup de choses pour faire savoir-faire pousser nos bois, entretenir nos forêts et pour l'avenir, quoi. Donc je pense que c'est important de garder ce contact avec la matière, quoi, en fait. Et de transmettre ça. Et ce savoir-faire. Et le savoir-faire, ouais. Ouais, la transmission, c'est important, hein, finalement. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de transmission, si tu avais un conseil à donner à une personne qui souhaite se lancer, monter une série ou travailler en série il faut s'accrocher, c'est pas facile, hein, faut pas se mentir, c'est un travail de tous les instants, ça prend la tête, on est tout le temps en train de se poser des questions, enfin, il faut parler. Essayer de communiquer, essayer de trouver des gens. Les sœurs, ils parlent pas beaucoup, non? Est-ce que c'est pas un cliché, ça? Tu me spoil ma dernière question. Je pense que le scieur, c'est un peu enfermé dans un peu enfermé, ouais. Et ça peut changer, tu crois? J'espère. Ouais. Je pense qu'on a besoin de communiquer sur notre métier et de dire, là, par exemple, je suis en ville, il y a encore des gens qui viennent me voir et qui me disent, est-ce que vous vendez aux particuliers? Oui, il y a des petites scieries qui vendent un chevron, quelques planches, etc. Oui, ça fait venir du monde, on peut expliquer, on peut regarder un peu la machine tourner. Enfin, je trouve que c'est vachement important de s'ouvrir et d'accueillir surtout les gens et de voir que, non, pour acheter du bois, il n'y a pas que les grandes surfaces de bricolage, etc., quoi. Il y a d'autres endroits et je pense que beaucoup de mes collègues scieurs sont OK pour que les particuliers viennent, quoi. Oui. Dans leurs entreprises. C'est vrai que peut-être que c'est les particuliers qui ne savent pas qu'on peut aujourd'hui aller acheter notre bois dans une scierie sans passer par un intermédiaire. C'est ça. Alors on arrive à la dernière question, qui est la question signature, qui est sans langue de bois, quel est le plus gros cliché sur ton métier et puis surtout en quoi il est faux? Du coup, je vais utiliser celui sur les scieurs. Ils sont un peu renfermés dans leur bulle, donc c'est un peu vrai, mais en faisant ce podcast, c'est un peu faux aussi. Exactement, ouais. Je te remercie d'ailleurs de parler de ton métier. C'est important, comme on l'a dit, de faire connaître ces métiers qui sont quand même assez peu connus. Et puis maintenant, avec les jeunes qui sont de plus en plus qui habitent en ville, c'est vrai que c'est pas forcément des métiers qui attirent, mais pourtant, c'est des métiers quand même pleins de sens, comme tu viens de nous l'expliquer. Et qui sont importants si on veut continuer à construire en bois avec et oui, c'est ça. Et puis c'est surtout, c'est une filière, quoi, en fait. Le bois, il n'y a pas que la scierie, il y a beaucoup d'autres métiers à prendre en compte, de l'arbre sur pied. Donc il y a le sylviculteur, après il y a le bûcheron, le débardeur. Enfin,
Il y a le transporteur et le grumier, donc après il y a le scieur. C'est vraiment la clé de voûte entre deux mondes parce que on passe après les bois à la scie et après ils vont donc chez les particuliers débiter, chez les charpentiers, chez les menuisiers, etc. quoi. Donc on fait vraiment partie d'une chaîne et je trouve que c'est vachement important de tout le long du processus. Il y a beaucoup de métiers qui valent le coup d'être mis en lumière. Et merci à toi pour ça. Mais avec plaisir. Ouais, c'est vrai que je voulais juste terminer sur le fait que tu as appris le métier de scieur, mais tu as aussi découvert toute cette filière qui est passionnante. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est passionnante. Et c'est ça aussi, quand on rentre par un bout de la filière, on découvre l'ensemble. Un réseau, en fait. Ouais. Qui est aussi, qu'on appelle souvent une petite famille, la filière bois. Voilà, c'est une petite famille. Laure, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir joué le jeu, de répondre à mes questions pour ce podcast du pain sur la planche. Eh ben merci à toi. Si on veut te suivre ou te retrouver sur Internet, est-ce que tu as des réseaux sociaux, site Internet ? Oui, on a un site Internet, on a Facebook et Instagram. Ok, super, ça s'appelle la Syrie Ferré. Syrie Ferré, oui. Ok, non, mais... c'est pas original. Super, merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter Du pain sur la planche, le podcast. Un grand merci à mon invité pour son temps et son témoignage. Si vous aimez cet épisode, aidez-moi à le faire connaître. N'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et si vous voulez en savoir plus, ça se passe sur Instagram. Rendez-vous sur mon compte, Delphine Gardin. À bientôt.